La plomberie est très importante pour notre vie quotidienne, et il n'est peut-être pas surprenant que ce soit justement un problème de plomberie qui ait en partie causé la chute de l'Empire romain. Et non, ce ne fut pas seulement en raison de la corruption, de la division de l'Empire et des invasions germaniques. Ce fut aussi très probablement à cause des conduites en plomb qu'ils utilisaient pour avoir de l'eau fraîche dans leur maison. Les quantités élevées de neurotoxines contenues dans ces conduites ont en effet pu entraîner de graves problèmes de santé mentale, notamment chez l'élite. On pense que l'eau était contaminée par les aqueducs et les récipients en plomb. Certains scientifiques pensent même que l'Empire aurait sombré en raison de l'empoisonnement de ses dirigeants. Mais cette théorie a été contestée, et avec raison. Des études récentes montrent que bien que l'empoisonnement au plomb ait pu être un problème dans la Rome antique, il n'était pas suffisamment grave pour causer la chute de l'Empire. Les Français disent souvent « cherchez la femme » lorsqu'ils cherchent la raison d'un problème. Dans l'Empire romain, c'est le plus souvent un empereur que l'on trouve derrière une catastrophe. Si nous devions classer les empereurs, César Auguste arriverait certainement tout en haut, aux côtés de Vespasien, qui a apporté la paix et la stabilité à la Rome antique, et de Marc Aurèle, parce que je l'aime bien, tout simplement. Et au bas du classement, on trouverait des empereurs comme Néron, ainsi que son oncle, l'infâme Caligula, qu'on considère tous deux comme des fous, et pour une bonne raison. Et si c'était mot des chefs déments qui avaient de détruit ce puissant empire? Caligula voulait qu'on le traite comme une divinité. Pourtant, il n'y avait rien de divin dans ses actions. Il n'apporta rien d'autre que le chaos. Par exemple, il menaça de faire de son cheval un consul. Même si cela ne s'est jamais produit, l'animal possédait sa propre maison, entouré de meubles et d'esclaves, et avait même le privilège de dîner avec Caligula lui-même. Et si cela ne vous semble pas assez fou, il y a une légende selon laquelle Caligula aurait défié Neptune lui-même et tenté de combattre la Manche. Oui, cet empereur s'est battu avec de l'eau, ce qui en dit long sur son intelligence. J'ai parlé du plomb au début de cette vidéo. Eh bien, non seulement il y en avait dans les tuyaux, mais les Romains, Caligula inclus, utilisaient l'acétate de plomb pour adoucir leur boisson. Et même l'air était pollué. Maintenant, faisons quelques calculs. Les premiers tuyaux en plomb ont commencé à apparaître en 200 avant notre ère, et Caligula régna entre l'an 37 et l'an 41. Les scientifiques suggèrent que le plomb pourrait avoir causé une baisse d'environ 3 points de QI. Une telle baisse ne vous paraît peut-être pas excessive, mais quand on songe que ça a duré pendant des siècles, on se dit que l'Empire devait ressembler au film Idiocratie. Homère, non pas celui de l'Odyssée, mais celui des Simpsons, possède sans doute un QI plus élevé que certains de ses empereurs romains. Mais revenons à ces cancres puissants. Il y eut aussi Néron, qui joua également un grand rôle dans la destruction physique de la Rome antique. Sous son règne, le grand incendie de Rome fit rage pendant 6 jours et 7 nuits. Il dévasta 10 des 14 quartiers de Rome, détruisant d'innombrables maisons, commerces et temples. L'incendie débuta dans les boutiques des marchands, et juste au moment où on semblait l'avoir maîtrisé, au bout de 6 jours, il se ralluma et brûla encore pendant 72 heures. Lorsqu'il s'éteignit, 71% de la ville était en ruine. D'innombrables Romains se retrouvèrent sans abri. Vous vous dites peut-être, mais Néron a relogé tous ces gens. C'est vrai, il l'a fait, mais comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Néron n'a pas agi assez rapidement. Caligula et Néron furent de si infâmes qu'ils devinrent des mèmes de l'Antiquité romaine. Mais il y eut un autre personnage, moins célèbre mais tout aussi destructeur, l'empereur Honorius. Je ne sais même pas par où commencer avec lui, mais une chose est sûre, les Romains n'auraient pas dû attendre grand-chose d'un garçon de 12 ans qui, sur son trône, consultait une poule nommée Roma. Oui, d'après le nom de la ville. Honorius prit des décisions vraiment absurdes. Mais au moment où il devint empereur, l'Empire était déjà en grande difficulté. Il fut empereur d'Occident, tandis que son frère Arcadius devint empereur d'Orient. Cette division changea tout, car les deux parties de l'Empire prirent alors des chemins distincts. Lors des divisions précédentes, l'Empire avait pu continuer de fonctionner, car l'un des empereurs avait toujours la préséance. Mais l'ascension d'Arcadius et d'Honorius est considérée comme la véritable scission de l'Empire romain en 2 entités complètement séparées. Arcadius est souvent vu comme le premier dirigeant byzantin. Honorius régna sur l'Empire d'Occident de 393 à 423, une période qui vit de nombreuses invasions et la capture et le pillage de Rome par les Wisigoths.
Après sa mort, l'Empire subsista encore une cinquantaine d'années, jusqu'à sa chute finale en 476 après Jésus-Christ. Mais cela fut davantage dû à l'inertie qu'à des décisions proprement dites. En résumé, ce n'est pas un empereur unique qui a provoqué la chute de l'Empire romain, mais toute une série de dirigeants aux intentions et pratiques plus que douteuses. Nous avons donc une mauvaise administration et du plomb, mais cela ne semble pas suffisant pour détruire quelque chose d'aussi puissant que la Pax Romana, n'est-ce pas? En réalité, les raisons furent nombreuses. D'abord, l'Empire manquait de liquidité, parce qu'il dépensait bien trop d'argent en essayant d'étendre son territoire. C'est comme s'ils avaient oublié le vieil adage, avoir les yeux plus gros que le ventre. Leurs dépenses immenses laissèrent les caisses presque vides, et devinez à qui ils décidèrent de demander de l'argent? Aux gens ordinaires, bien sûr, et oui. Le second siècle ne fut pas si différent de notre 21e. La fiscalité oppressive creusa l'écart entre les riches et les pauvres, et les riches finirent même par fuir la ville pour construire leur propre fief, avec salles de jeu et courtisanes. En même temps, il y eut une immense pénurie de main-d'œuvre. Rome avait besoin d'ouvriers pour cultiver les terres et fabriquer des biens. Mais avec une demande de plus en plus croissante, les Romains ne suffirent plus, alors on décida d'en faire venir d'autres contrées. En l'an 2 après Jésus-Christ, l'expansion romaine fut interrompue, ce qui signifia que l'afflux de main-d'œuvre s'arrêta lui aussi. Et puis, pour couronner le tout, les Vandales déferlèrent, prirent le contrôle de l'Afrique du Nord puis celui de la Méditerranée, coupant les routes commerciales de Rome vers l'Afrique. Vous vous souvenez que j'ai évoqué plus tôt la division de l'Empire? L'Empire romain était immense, et cette séparation fut justifiée. Elle se produisit à la fin du IIIe siècle de notre ère, soit environ 80 ans avant l'effondrement final. C'est l'empereur Dioclétien qui opéra cette division. L'Empire d'Occident avait sa base à Milan, tandis que l'Empire oriental était gouverné depuis Byzance, qui a par la suite été rebaptisé Constantinople. Au début, la division semblait être une bonne idée, ça facilitait bien des choses. Mais avec le temps, les deux moitiés commencèrent à s'éloigner l'une de l'autre. L'Est et l'Ouest ne collaboraient pas suffisamment lorsqu'il s'agissait de faire face aux menaces extérieures. Et ils finissaient souvent par se chamailler au sujet des ressources et de l'organisation militaire. À mesure que le fossé s'élargissait, l'Empire d'Orient, principalement hellénophone, amassait des richesses, tandis que l'Occident, latinophone, souffrait de graves problèmes économiques. L'Orient était censé repousser les invasions barbares et protéger les terres de l'Ouest. Cependant, alors que l'empereur Constantin s'assurait que Constantinople était bien défendue, Rome, qui revêtait une importance plus symbolique que réelle, était abandonnée à elle-même. Le résultat, c'est que l'Empire romain commença à s'effondrer en 395 de notre ère. Mais l'Empire d'Orient, lui, réussit à se maintenir pendant près d'un millénaire après ça, avant d'être conquis par l'Empire ottoman dans les années 1400. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce plutôt la division, une mauvaise gouvernance, ou plus simplement, le plomb qui fit sombrer cet empire? Dites-nous tout dans les commentaires.